Alors, on va parler donc dans ce webinaire d'une heure, on va parler du CISSP, de cette certification de cybersécurité. On va en particulier parler de l'examen du CISSP, comment on s'y prépare, comment on le réussit finalement du premier essai. Vous allez voir que c'est un véritable challenge et on va essayer de le résoudre, de le relever plus exactement. Alors, une petite planche rapide pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Boris Motileski, je suis ingénieur SIGTL de formation. J'ai créé plusieurs sociétés dans le domaine de la cybersécurité. Et vous avez à l'écran les principales sociétés, Experlan, Axilian, SecureView et aujourd'hui VeriSafe. Donc, c'est avec la casquette VeriSafe que je vous parle aujourd'hui, qui est une société de cybersécurité qui a été créée en 2009 et qui est aujourd'hui spécialisée dans la formation en cybersécurité uniquement. Historiquement, on faisait du conseil, de l'audit. C'est une activité qu'on a aujourd'hui arrêtée pour se consacrer essentiellement et uniquement à la formation en distanciel essentiellement et en e-learning à la cybersécurité. Donc je vais faire une petite présentation rapide du CISSP. Ensuite, je vous dirai ce que j'aime et ce que je n'aime pas dans cette certification de cybersécurité. Ensuite, on verra quelle stratégie on doit adopter pour se préparer si on le fait tout seul, si on le fait en autodidacte. On verra quelle stratégie on peut adopter si on le fait avec une formation. On va regarder un petit peu combien de temps il faut pour se préparer à cette certification. Une estimation assez réaliste, sachant qu'en fonction évidemment de vos connaissances sur le sujet, ça sera plus ou moins rapide. Ensuite, on parlera du bootcamp, qui est un mode de formation qui est beaucoup pratiqué et beaucoup proposé pour ce CISSP. Et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, ce n'est pas la bonne solution, ce n'est pas la bonne approche. Sauf cas particulier, on verra quel est le cas particulier dans lequel le bootcamp est effectivement la solution. Après, on parlera d'une question qu'on me pose souvent, l'examen, est-ce qu'il faut le passer en français et en anglais? Vraie question, très bonne question, je dirais. On va voir comment on répond à cette question. Et puis on terminera par 5 astuces et 4 recommandations pour hacker l'examen. J'ai utilisé ce terme de hacker, on va essayer de regarder un petit peu comment se faciliter la réussite de l'examen, sachant que c'est un examen qui est assez difficile et on va le voir. Et puis on terminera par une petite promo. Alors ça sera le seul message commercial de la présentation où je vous ferai une petite proposition pour ceux qui veulent se former au CISSP, se préparer dans les meilleures conditions et qui doivent le financer eux-mêmes si leur entreprise ne le finance pas ou ils ne sont pas en situation de le faire financer par un organisme tiers. Le replay et les slides seront disponibles sur un blog que j'ai créé il y a quelques jours qui s'appelle objectifcissp.fr. J'essaierai de faire un montage vidéo sur le replay pour me voir dans l'incrustation à gauche qui était prévue, vous voyez, au-dessus du logo VeriSafe et en dessous réussir le CISSP. Normalement, vous auriez dû me voir apparaître, ce n'est pas le cas pour les raisons techniques évoquées précédemment. Donc dans le replay, j'essaierai de faire une vidéo un peu plus pro que ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Alors, d'abord, on va commencer par faire une petite présentation rapide du CISSP. C'est donc, on le disait, une certification de cybersécurité qui s'adresse aux personnes. Donc, on va certifier des personnes et non pas des organismes, comme par exemple avec la norme ISO 27001. Ici, on s'intéresse à la personne, aux gens qui veulent travailler dans la cybersécurité. Je vous ai mis un petit résumé à l'écran des conditions qu'il faut remplir pour être certifié CISSP. Il faut adhérer à un code d'éthique, ça c'est une formalité administrative. Il faut réussir l'examen, ça c'est pas une formalité administrative. C'est même pas une formalité financière puisqu'il faut payer 798 € pour passer la certification. Donc autant vous dire que quand vous la financez sur vos deniers propres, vous n'avez pas intérêt à vous louper. Il faut avoir 5 ans d'expérience professionnelle ou 4 ans et un bac plus 4 ou bac plus 5 ou supérieur bien sûr. Sachant que si on n'a pas cette expérience et qu'on veut être certifié CISSP, on peut passer l'examen, et auquel cas on n'est pas certifié, on est associate, on est ISC2, c'est l'organisme de certification, on est ISC2 associate, associé de l'ISC2, et on devient automatiquement certifié CISSP dès qu'on atteint les durées requises pour l'être. Il faut également recevoir le parrainage d'une autre personne qui est certifiée CISSP.
Donc ça, c'est pour devenir CISSP. Pour maintenir la certification, il faut s'engager à se former régulièrement et il faut payer des frais annuels de maintien de 125 $ US annuels, ce qui n'est pas négligeable et qui était un montant qui a été d'ailleurs augmenté, qui a subi une augmentation de 50% en 2019. Donc on dit que l'ISC2, c'est une association à but non lucratif. Bon, certes, le prix des bouquins, le prix de l'examen, le prix des maintiens, tout ça, c'est pas... C'est un petit peu bizarre pour une association à but non lucratif, ça fait des montants colossaux. Moi j'ai calculé le nombre de certifiés multiplié par le coût du maintien, on est à plusieurs dizaines de millions de dollars de revenus pour une association, une fondation américaine à but non lucratif. Alors justement, combien y a-t-il de certifiés dans le monde? Il y en a un petit peu moins de 150 000, beaucoup aux États-Unis, 94 320. Donc ça sont les chiffres officiels de l'ISC2 publiés en début d'année. Et vous voyez qu'en France, il n'y a que 1210 certifiés. Et alors, c'est pas très significatif quand on est à la 13e position. Là, vous avez à l'écran que les pays qui ont plus de 1000 certifiés. Donc, il y a 175 pays, il y a des certifiés CISSP dans 175 pays dans le monde, à travers le monde. Vous avez à l'écran uniquement les 14 pays pour lesquels il y a plus de 1000 certifiés. Et la France est 13e, en 13e position, avec uniquement 1210 certifiés. Ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement le nombre, parce qu'il faut toujours le ramener à la population. Et on voit qu'aux États-Unis, il y a une personne certifiée pour 3500 habitants, alors qu'en France, on a une personne certifiée pour 55 700 habitants. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose, et on a finalement très peu de personnes disponibles sur le marché avec cette certification. Alors, j'aime pas dans le CISSP. Quels sont les points forts? Qu'est-ce que j'aime dans le CISSP? Reconnaissance mondiale. On le disait à l'instant, il y a des certifiés dans 175 pays, les employeurs connaissent cette certification, les professionnels connaissent cette certification, elle est connue et reconnue dans le monde, ça ne fait aucun doute. Ce que j'aime bien également, c'est le périmètre de la certification. C'est-à-dire, on va le voir tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le CBK, c'est-à-dire en gros le programme officiel de la certification qui est structuré à travers 8 domaines, et ces 8 domaines couvrent globalement de façon un spectre assez large de cybersécurité, et donc ça permet derrière, ça ouvre de nombreux métiers. Ce n'est pas une certification verticale, comme on l'aurait avec par exemple le CEH ou le SCP que vous voyez à l'écran, qui sont des certifications orientées pentest pour faire du test d'intrusion. Voyez. Donc là, on est plutôt dans une certification assez généraliste, qui permet ensuite de se spécialiser, si on le souhaite, ou pas, de pouvoir être RSSI, puisqu'on va aborder des aspects d'analyse de risque, continuité d'activité, enfin bref, c'est très très large, les 8 domaines du CBK. Et donc on peut être auditeur, on peut être consultant, on peut être RSSI, il y a un spectre assez intéressant de métiers qui s'ouvre derrière cette certification CISSP. Qu'est-ce que j'aime bien dans le CISSP également? C'est la difficulté de la certification. Alors vous allez me dire, mais il maso ce gars, c'est dur et il aime ça. Non, non, c'est pas que j'aime la difficulté, c'est que la difficulté va donner de la valeur à la certification. C'est une barrière d'entrée en fait, qui est assez difficile à franchir. Je vous le mets à l'écran. Pourquoi le bac aujourd'hui n'a plus de valeur? Parce que tout le monde l'a en fait, le bac. Et donc, quand vous annoncez j'ai le bac à un employeur, oui, super, je suis ravi de le savoir. Vous savez, je dis souvent de façon humoristique, le bac, c'est plus difficile de le louper que de l'avoir, en fait. Quand vous regardez les chiffres du ministère de l'Éducation nationale chaque année, la difficulté, c'est vraiment de le louper, quoi. Il faut le faire exprès, ou en tout cas, il faut l'avoir cherché. Donc ça, c'est... Dans les certifs de cybersécurité, ce n'est pas toujours le cas. Vous avez des certifications de cybersécurité qui sont relativement faciles à avoir. Par exemple, les certifs ISO 27000, donc 27001 lead implementer ou lead auditor, vous pouvez prendre quelqu'un qui ne connaît rien à la cybersécurité et il fait une formation d'une semaine, il connaît rien du tout le lundi, il est certifié le vendredi. Moi, j'ai plusieurs exemples de personnes qui ont passé ce certif en n'ayant aucune compétence en cybersécurité et en démarrant le lundi sans rien connaître et en étant certifié le vendredi. Parce que la certification, elle est facile à obtenir, il faut 50% de bonnes réponses pour l'avoir. Ça dépend en tout cas des organismes de certification, mais chez les STI, c'est comme ça pour le premier niveau. Vous avez les normes ouvertes devant vous, donc il n'y a rien à mémoriser, il suffit d'ouvrir les normes pour aller voir la réponse à la question. Enfin bref, c'est un peu comme le bac, quoi. Louper une certif ISO 27000, il faut vraiment l'avoir cherché. Le CISSP, c'est l'inverse. Le CISSP, vous avez intérêt d'avoir un petit background en entrée de formation. Et puis, vous allez vous rendre compte qu'avec plusieurs mois de préparation, bon nombre de gens se plantent. On le verra tout à l'heure, on a
20% de réussite au CISSP à l'examen au premier essai. C'est-à-dire qu'il n'y a que 20% de personnes qui le réussissent au premier essai. Ça n'a strictement rien à voir, vous voyez. Donc c'est beaucoup plus difficile, et du coup, comme c'est plus difficile, il y a moins de certifiés, et quand vous annoncez une certification CISSP, ça veut dire quelque chose. La reconnaissance par les pairs également, donc une certification, il faut voir un petit peu qu'en pensent les professionnels du secteur. Il y a plein d'enquêtes sur le sujet, je ne vais pas vous embêter avec toutes ces enquêtes. Moi, celle que j'ai trouvée la plus pertinente, c'est celle que vous avez à l'écran, qui a été faite fin de 2021, donc c'est très récent, par InfoSec Career. Donc vous pouvez aller sur le site pour voir le résultat de l'enquête. Ils ont demandé sur LinkedIn, auprès d'un grand groupe de professionnels, 100 000 professionnels, avec une enquête via LinkedIn. 100 000 pros ont répondu à l'enquête. Quelle est selon vous la meilleure certification de cybersécurité à avoir en 2022? Et la première, et de très très loin d'ailleurs dans les résultats, c'est le CISSP. Ensuite, vous avez l'OSCP, donc de l'Offensive Security, qui est une certif de pentesting. Ensuite, vous avez CISM de l'ISACA, vous avez le CEH, le CEH de l'IC Council, qui est aussi une certif de pentest. Bon, je ne vais pas toutes les lister non plus. Le CISSP, numéro 1, très clairement reconnu comme la certification à avoir la plus intéressante en 2022. Alors ça, c'est ce que j'aime. Ce que je n'aime pas dans le CISSP. Je ne suis pas commercial de l'ISC2, et vous allez voir que j'ai même 2 slides de points faibles alors que j'en avais qu'un de points forts. Et pour autant, je considère qu'il faut quand même l'avoir, ce certif. Mais il faut être objectif. Il faut être objectif. Première chose, cette certification, elle est américaine à l'origine. Même si elle est commercialisée à travers des formations et qu'il y a des centres de tests un petit peu partout dans le monde, on parlait tout à l'heure encore une fois des 175 pays qui ont des personnes certifiées, c'est quand même une vision très américaine de la cybersécurité. D'accord ? Donc, on va vous parler essentiellement de normes américaines, d'approches gouvernementales, des référentiels de sécurité du NIST, qui sont, au passage, très pertinents, donc ça, j'en conviens. Mais pour autant, on ne parlera pas de l'ENISA, on parlera très peu des normes ISO, on ne parlera évidemment pas de l'ANSSI ou du BSI. Or, quand on est un professionnel de cybersécurité opérant en Europe et a fortiori en France, on a intérêt de savoir un minimum de choses sur ce que dit l'ENISA, ce que dit l'ANSSI, ce que dit le BSI. Le BSI, c'est notre homologue allemand. Pareil pour les lois américaines, très bien, c'est intéressant à connaître pour le fun, mais ça ne sert à rien en pratique. Donc il n'y a quasiment rien sur le RGPD, il n'y a rien sur la directive Nice, et encore moins des informations sur la loi Godefroy, qui est la loi qui par exemple, condamne au pénal les gens qui font des intrusions dans les systèmes d'information. Voyez. Donc c'est une vision purement américaine. Il n'y a rien sur la sécurité cloud, ça aussi c'est choquant, c'est surprenant. Aujourd'hui, un professionnel de cybersécurité, un manager qui n'a aucune connaissance sur la sécurité cloud, il va avoir quelques petits problèmes à opérer parce que des projets cloud, il y en a partout aujourd'hui. Alors pourquoi il n'y a pas grand-chose sur la sécurité cloud dans le CISSP? C'est volontaire en fait. C'est volontaire de la part de l'ISC2 parce qu'il y aurait un conflit d'intérêt pour l'ISC2 avec une autre certification qui s'appelle CCSP, bien entendu qui commercialise, pour lesquels ils font payer des droits d'examen, etc. Et donc, eux préfèrent vendre un CISSP plus un CCSP plutôt qu'une certification globale qui engloberait les deux, vous comprenez? Bon, donc ça, c'est effectivement une vision un petit peu commerciale de la chose, et voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de choses en sécurité cloud dans cette certif. Puis sur le fond, les sujets intéressants en sécurité cloud, notamment les problèmes de souveraineté, dans tous les cas ne sont pas abordés ni dans le CISSP et ni même dans le CCSP, qui est la certification équivalente pour la sécurité du cloud. Beaucoup de sujets IT, pas vraiment SSI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a dans le programme des sujets qui sont des sujets de cybersécurité, bien sûr, mais beaucoup de sujets qui sont abordés, qui sont des sujets d'informatique, d'IT, de réseau, de base de données, etc., sur lesquels, si vous voulez, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de sujets de sécurité qui sont abordés. Il y a juste le descriptif d'une base de données relationnelle. On va vous parler de la structure de la base de données, des différents types de bases de données, etc. Très bien. Moi, ce que je voudrais plutôt, c'est qu'on me parle de la sécurisation de la base de données. Comment je peux interdire à un DBA, par exemple, d'accéder à telle ou telle table? Comment je peux me protéger contre une SQL injection avec des techniques de chiffrement, de tokenisation, etc., qui seront très clairement absentes de la certification. Donc ce sont des limites, donc très clairement, ça on est sur le fond ici. Et puis après il y a d'autres manquements, il manque plein de choses sur le pilotage de la cybersécurité. Si on considère que le CISSP c'est une certification généraliste à destination de consultants, de managers, de RSSI, on doit intégrer dans cette certification des éléments sur comment on gère une crise cyber,
comment on met en œuvre des tableaux de bord SSI pour piloter la sécurité, comment on organise une veille technologique, juridique, technique, etc. sur ces sujets de cyber. Ça n'y est pas. Dans le CISSP, ce sont des manquements importants à mon sens. Et puis sur la forme, l'examen. L'examen, c'est des QCM, c'est un gros QCM, on va le voir tout à l'heure. Hein. Je suis intimement convaincu qu'on ne peut pas évaluer la compétence d'un manager par des QCM et uniquement des QCM. Et effectivement, il n'y a pas d'étude de cas, il n'y a pas de mise en situation, il n'y a pas d'oral devant un jury. Bon, tout ça, d'abord, ça entraîne le fait que le CISSP n'est pas éligible au CPF. Et puis la deuxième, c'est qu'on teste des connaissances, des connaissances mémorisées, pas forcément acquises et maîtrisées, sans doute, hein, pour certains en tout cas, et pas vraiment des compétences. Donc ça, c'est une limite aussi sur la forme. Hein, donc. Sur les questions, on va y revenir sur ces questions. Hein. Les questions, elles sont parfois très tordues, hein, très ambiguës. On se demande s'ils ne veulent pas tester plus la compréhension de l'anglais plus que la compétence cybersécurité. Et puis les coûts, hein, donc moi j'aime pas les coûts, hein, les coûts qui sont assez exorbitants, de 800 € pour l'examen, de 125 $ annuels. Bon, pourquoi 2 livres par exemple? Pourquoi ils commercialisent 2 livres? On va le voir dans un instant, il y a 2 livres, ces 2 livres-là, qui sont le programme du CISSP. Bah, à part de vendre 2 fois un bouquin à 60 $ ou à 60 €, je vois pas trop l'intérêt. Hein. Faisons un seul livre de référence, ce qui était le cas avant en fait. Hein. Donc là, j'ai plus ma caméra, vous ne me voyez pas, mais j'ai le CBK de 2005 à côté de moi, là, qui est un gros bouquin jaune. Avec, il n'y avait pas de 2 livres à l'époque, hein, lorsqu'on préparait le CISSP. On sent quand même une connotation assez commerciale de cette certification CISSP de la part de l'organisme américain qui la pilote, l'ISC2. L'examen lui-même donc va porter sur 8 domaines. Hein, donc, je vous ai parlé tout à l'heure de CBK. Le CBK, c'est le programme officiel. Il est à travers 8 domaines que vous voyez à l'écran. Et il y a eu quelques modifications sur la pondération des différents chapitres. Le programme a été réactualisé en mai 2021. Et vous avez à l'écran les modifications infimes. Vous voyez qu'ils ont légèrement baissé l'aspect sécurité des communications et des réseaux au profit du SDLC, c'est-à-dire la sécurité des développements logiciels. On va intégrer de la sécurité tout au long du développement de nos logiciels et pas uniquement à la fin avant la mise en production de l'application par un petit pentest ou un audit de sécurité qui n'est pas la bonne approche. Alors, quelle stratégie pour se préparer maintenant en autodidacte? Alors d'abord, est-ce qu'on peut passer le CISSP en autodidacte? Avant de parler de sa préparation, est-ce que c'est réaliste ou pas de se préparer tout seul, hein, donc sans aller dans un organisme de formation, suivre une formation pour ça? Ben, la réponse est oui. Oui, mais 3 conditions, à mon sens, pour ne pas partir à l'échec si on fait ça en autodidacte. La première, c'est d'avoir effectivement une expérience quand même significative en cybersécurité. Il y a beaucoup trop de sujets, trop d'informations pour imaginer se lancer. Je ne connais rien à la cybersécurité, je vais y aller quand même, je vais tout apprendre. Bon, d'abord, on n'aurait pas l'expérience. Si on n'y connaît rien, c'est qu'on ne travaille pas dans le domaine, on ne sera pas certifié, on sera associé, hein, d'une part, on sera associate, mais ça va être très difficile. Ça va être très difficile, il y a plus de chances que vous abandonniez au bout de 15 jours de travail. Donc, ce n'est pas du tout un conseil de se lancer comme ça dans l'aventure en se disant « je vais y arriver tout seul, je suis un grand garçon ». Ensuite, avoir un bon niveau en anglais. Oui, super important. Super important. Pourquoi? Parce que toutes les ressources vont être en anglais. Bon, on vient de parler des bouquins de l'ISC2, mais pas que en fait. Hein. Il y a une multitude de ressources sur le CISSP. Certaines sont gratuites, beaucoup sont gratuites. Alors, dans le gratuit, il y a tout n'importe quoi, je vous l'accorde, mais il y a parfois du bon, mais parfois même du très bon, gratuit, mais en anglais. Et puis après, il faut être motivé, hein, parce que travailler seul, et avoir l'habitude de travailler seul, parce que c'est pas évident de se retrouver devant 2 gros bouquins de 1000 pages en anglais, se disant, voilà, il faut que j'y aille, quoi, hein, il faut que je réponde à des questions sur ces sujets-là. Ça peut être démotivant, il n'y a pas l'effet de groupe qu'on peut avoir dans une formation, il n'y a pas l'effet de communauté, c'est pour ça que je vous recommande de rejoindre les forums, des forums américains, hein, pour participer, pour échanger avec des gens qui sont un petit peu dans la même galère que vous. Autodidacte veut aussi souvent dire autofinancement, donc plus de motivation. Quelqu'un qui finance lui-même la formation, je peux vous garantir qu'il n'a pas envie de perdre 798 € dans l'examen. Et donc il va tout faire pour le réussir. Et donc il est plus motivé. Quelqu'un
c'est la boîte qui paye, hein, donc sa boîte qui paye la formation, c'est sa boîte qui paye l'examen. Je ne dis pas qu'il ne va pas le prendre avec sérieux, hein, c'est pas ce que je dis, hein, mais je dis que c'est quand même pas la même chose. Hein, c'est quand même pas la même chose. Et croyez-moi, les gens qui financent eux-mêmes les formations, ils sont beaucoup plus motivés, ils lâchent pas l'affaire. Ok. Stratégie. Alors, la stratégie d'apprentissage. Comment je fais maintenant? Une fois que je dis je vais y aller et je décide de le faire tout seul. Il faut acheter les 2 bouquins, il faut acheter 2 livres, pas les 2 livres dont on vient de parler, hein, et il faut acheter un des 2 livres dont on vient de parler, qui est celui-ci. Alors, encore une fois, je vais vous montrer ça avec le petit marqueur rouge, c'est celui-ci, qui est le guide d'études, hein. On va l'appeler dans le webinaire ici, guide d'études officiel du CISSP, qui est fait par l'IST2, hein. Et puis un deuxième ouvrage, qui est en fait des tests d'entraînement. D'accord? Qui est le complément un petit peu idéal. Hein. Alors, il y a déjà des questions hein, et d'entraînement dans le guide d'études, hein, mais là, c'est carrément un deuxième ouvrage qui est complètement dédié à ça. Ensuite, il faut lire en intégralité donc, les différents chapitres pour un même domaine. Vous savez qu'il y a 8 domaines. Hein. Il y a donc 8 domaines. Je prends les différents chapitres. Alors, le bouquin dont je vous parle ici, hein, le premier bouquin, il est structuré en 21 chapitres. Et comme il n'y a que 8 domaines, vous comprenez bien que parfois il y a 3 chapitres pour un domaine. Donc je vais lire par exemple 3 chapitres pour le domaine numéro 1 en intégralité. Je vais prendre des notes, ça c'est super important. On en parlera tout à l'heure, la mémorisation, hein. Prendre des notes. Je dis souvent, prendre des notes, ça prend du temps, mais ne pas en prendre, c'est perdre son temps. Ça veut dire que si vous lisez ces bouquins en feuilletant les pages, en lisant en diagonale, comme on dit, ça ne servira strictement à rien. C'est comme si vous aviez quasiment rien fait. Il va faire fonctionner ce qu'on appelle la mémorisation active, qui sera basée sur une prise de notes et qui sera extrêmement efficace pour mémoriser et pour réviser. Ensuite, il faut faire les questions d'entraînement du domaine. Et puis on réitère hein, pour chacun des 8 domaines. Donc en fait, on fait ça pour les 8 domaines du CBK. Hein, une fois qu'on a lu les différents chapitres, on a fait les questions d'entraînement. Et si c'est OK, on passe à la suite. Et ensuite, on passe dans ce bouquin-là, dans le bouquin de droite, celui des tests là, il y a en plus des questions, il y a 4 examens blancs de 125 questions. En anglais, bien sûr. Hein, tout est en anglais ici. Hein. On parle d'autodidacte. Autodidacte, je vous l'ai dit, hein, uniquement anglais. Premier examen blanc, vous regardez votre résultat. Si vous avez moins de 50%, après avoir fait tout ça, avoir lu les différents chapitres, l'intégralité du bouquin, fait des questions d'entraînement, etc., vous avez moins de 50% au premier examen blanc, ça veut dire que vous n'y êtes pas. Hein. Vous êtes assez loin du résultat, il y a de quoi s'inquiéter, il ne faut pas paniquer, hein, mais il y a de quoi s'inquiéter. Pourquoi pas acheter un autre ouvrage? Relire la même chose, pas forcément très utile. Vous voyez, relire, par exemple, acheter le All-in-One, qui est un ouvrage qui n'est pas proposé par les SC2, hein, qui est complémentaire, pourquoi pas? Donc, essayez en tout cas de diversifier la source d'information et d'essayer évidemment d'obtenir maintenant dans les autres examens blancs, bien sûr, des résultats supérieurs à 50%. Dans tous les cas, si vous avez moins de 50%, ce n'est pas la peine d'aller à un examen officiel, vous ne l'aurez pas. Hein. Après, on complète avec des ressources en ligne, on l'a dit, hein, il y en a beaucoup qui sont en anglais notamment. On finalise avec CCCure, par exemple, hein, c'est qu'une proposition, on va voir ce que c'est que CCCure dans un instant, et ensuite on peut passer l'examen officiel. Ça, c'était un autodidacte. Alors, avec une formation, c'est très différent. C'est très différent, ça va dépendre de la formation, de quel organisme, quel type de formation, est-ce que c'est du bootcamp ou pas. Moi, je ne peux pas vous donner une stratégie d'apprentissage pour toutes les formations existantes sur le marché. Je vais vous expliquer en gros ce qu'on fait nous chez VeriSafe, parce que quelqu'un veut suivre une formation, qu'est-ce qu'on recommande en stratégie d'apprentissage. Alors, première chose qu'on fait, qui est pour moi fondamentale, c'est un test de positionnement. C'est-à-dire que, et c'est un des problèmes qu'on a dans l'enseignement aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que, pourriez-nous avoir à la fin la vidéo? Oui, je l'ai dit au départ, hein, il y aura un replay hein, qui sera plus intéressant à suivre parce que j'apparaîtrai à gauche si la caméra est bien filmée d'ailleurs pendant que je suis en train de vous parler. Hein. Donc il y aura un replay disponible sur objectifcissp.fr. Donc je vous disais, stratégie d'apprentissage chez VeriSafe, test de positionnement obligatoire. Pourquoi? Parce que en fonction de vos connaissances, vous n'allez pas du tout faire la même chose. Vous allez adapter enfin, en fonction de vos domaines de compétences et selon les 8 domaines du CBK. Vous pouvez être très bon dans un domaine, très mauvais dans un autre. C'est pas très grave. Mais à quoi ça sert de travailler de la même façon un domaine où vous excellez et un domaine où vous n'êtes pas du tout bon? Et d'ailleurs, naturellement, on va en général travailler le domaine qu'on connaît bien parce qu'on est plus à l'aise. C'est une erreur en fait. Il faut travailler les domaines sur lesquels on est les plus faibles. Donc, on fait un test de positionnement. En fait, on fait un mini-examen blanc. Alors, en français. Hein, donc, nous, on fait tout en français.
Et ensuite, une fois qu'on a les slides seront partagés aussi hein, sur objectif-cissp.fr. Une fois qu'on a fait ce test, on a une analyse des résultats donc, par domaine. Hein, donc, on va vous dire niveau 1, niveau 2, niveau 3. Je vous donne un exemple. Hein, donc, quelqu'un qui a passé le test de positionnement en tout début de formation, en fait, ça se passe ici. Hein, on n'a pas encore commencé à rentrer dans le vif du sujet. On a expliqué ce que c'était le CISSP dans la formation. On a expliqué l'examen, etc. Et puis maintenant, allez, c'est parti. Examen blanc. Et cet examen blanc, donc, il se déroule et voilà un exemple d'une personne qui a eu 54% de résultats à l'examen blanc. Test de positionnement avec des questions qui ne sont pas trop difficiles, hein, que de résultats moyens à peu près ici. Hein. Et comment on l'interprète? De la façon suivante. Hein, donc si on a un bon score, on est niveau 3. Si on a un score moyen, on est niveau 2. Si on a un score faible, on est niveau 1. Et en fonction, si vous voulez, donc, du niveau, de votre niveau, hein, niveau 1, 2 ou 3, il va y avoir une stratégie différente. Alors, je n'aurai pas le temps ici, hein, dans le webinaire, de vous expliquer les trois, dans le détail tout ça, hein, globalement. Hein. Vous pourrez télécharger les slides et voir ce qui est marqué dedans. Mais globalement, on va recommander, par exemple, de lire un ouvrage en français qui s'appelle le CISSP démystifié, notamment si vous avez des problèmes avec l'anglais, hein, parce que cet ouvrage-là, il n'est pas exemple de tout reproche, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il a le mérite d'exister, il a le mérite déjà de débroussailler un petit peu le terrain, et donc ça va vous aider hein, si vous avez un niveau qui n'est pas terrible en anglais. Si vous avez un niveau correct en anglais, il ne sert strictement à rien. On peut démarrer directement avec le guide officiel du CISSP. Et ensuite, on suit les modules VeriSafe. Donc, on suit les modules vidéo, on lit les slides, on échange dans le forum, on répond aux questions de synthèse. Alors, moi, je fais beaucoup travailler les gens dans ce qu'on appelle la mémorisation active, et je vais y revenir dans un instant, hein, qui va consister à devoir se poser des questions, pas sous forme de QCM. Alors il y a du QCM, bien sûr, il y en a hein, en permanence, hein, mais en plus des QCM, il y aura des questions de synthèse, où on devra synthétiser un sujet. Il y aura des cartes mentales à fabriquer, ça aussi c'est extrêmement efficace pour la mémorisation. Donc ça, ce sont les trois planches concernant l'apprentissage selon les trois domaines. Encore une fois, hein, je n'ai pas le temps de vous détailler comment ça fonctionne. Sachez que là, on est dans le webinaire pour vous expliquer comment réussir l'examen. Sur le site objectif-cissp.fr, ce que vous venez de voir, les trois slides que je n'ai pas détaillés, ils vont être présentés prochainement. On va expliquer comment chez VeriSafe, on prépare les gens. Qu'est-ce qu'on fait dans le domaine 1 quand on est domaine 1? Qu'est-ce qu'on fait en domaine 2? Qu'est-ce qu'on fait en domaine 3? Donc les petits organigrammes que vous avez à l'écran seront détaillés à travers des vidéos. Il y a à peu près 10 minutes par vidéo. Hein. Donc vous voyez, enfin par planche, pardon. Hein. Donc vous voyez 3 domaines. 3 fois 10 minutes, il faudrait une demi-heure pour expliquer correctement la stratégie. Après, ce que je dis, c'est que nous, on a fait des QCM en français, mais on n'en a pas fait des milliers. Et que parfois, ça ne suffit pas, ou même en général, ça ne suffit pas. Donc, d'où l'intérêt d'acheter le deuxième bouquin dont on parlait tout à l'heure en autodidacte, hein, le bouquin qui propose 1300 questions plus 400 examens blancs, qui est celui-ci, plus, éventuellement, c'est vous qui voyez, hein, mais il y a un autre ouvrage qui est intéressant, qui est proposé ici, et qui vous propose 1000 questions complémentaires. Et puis, il y a un site en ligne, alors il y en a d'autres, hein, mais il y a celui-ci que nous on connaît très bien, qui s'appelle CCure, qui permet de tester vos connaissances avec des questions style examen, en fait, hein, assez tordues comme à l'examen. Donc, pas agréable à suivre, ces questions, mais c'est ce que vous allez avoir le jour J, donc autant s'y préparer. Et, en gros, ce que c'est que ce truc-là, CCure, c'est un site en ligne sous lequel vous allez pouvoir choisir dans quel mode vous voulez travailler, un apprentissage ou un test. Alors la différence entre les deux, c'est que en apprentissage, dès que vous avez répondu, vous savez si c'est bon ou pas bon et on vous explique pourquoi. Alors qu'en mode test, vous passez tout le quiz, hein, et c'est à la fin que vous avez votre résultat. Donc vous pouvez sélectionner un domaine particulier, vous pouvez sélectionner un sujet particulier, vous pouvez surtout sélectionner, et vous le voyez ici, hein, un niveau de difficulté, hein, donc sur 5 niveaux. Hein. Donc ce qui sera intéressant en phase finale, hein, c'est de choisir le 4 ou le 5, le hard ou le pro, hein, et de faire que des QCM de niveau 4 ou de niveau 5, et de voir si on obtient un bon score. Et c'est vrai que si on a un score supérieur à 80% en étant 4 ou 5 sur ces CCure, on est quand même relativement serein pour l'examen, ça devrait le faire. D'accord? Ok, donc ça c'est CCure. Combien de temps faut-il pour vous préparer au CISSP? Alors, là vous avez une petite répartition. Je dis globalement, il faut compter 150 heures. Ça va vraiment dépendre des personnes, vous comprenez. Si vous avez passé l'examen blanc et que sur les 8 domaines,
vous êtes à entre 80 et 100% de score, c'est-à-dire avec un niveau 3, ça sera beaucoup plus rapide, ça c'est évident. Ça veut dire que vous avez un très bon niveau, qu'il va falloir juste rentrer dans le mindset CISSP, aller voir des astuces, la terminologie, le jargon du CISSP, etc. Mais ça devra être une formalité administrative pour vous. Si au contraire, vous le comprenez, hein, vous avez 8 domaines, sur les 8 domaines, vous êtes niveau 1, il y a du boulot. Il y a du boulot. Là, les 150 heures, c'est moyen. Il y a un petit peu de 1, il y a un petit peu de 2, il y a un petit peu de 3. Et on est au niveau moyen, on a 150 heures. Dites-vous que pour quelqu'un qui est vraiment très très bon sur la cybersécurité, qui connaît parfaitement tout ça, mais juste il n'est pas rentré, il n'a pas lu les bouquins de l'ISC2, il n'est pas dans le mindset, dans l'état d'esprit ISC2, on va dire 30-40 heures quoi, de préparation, ça devrait le faire. Quoi, hein. C'est vraiment le minimum pour vraiment pas se planter à l'examen. Si au contraire on ne connaît pas grand-chose, 250 heures. Quoi, hein. Si on est vraiment niveau 1 partout, il faut prévoir 250 heures. Hein. Donc si on veut le réussir, hein, c'est toujours pareil. Hein. Si on se dit c'est pas grave, je peux perdre 800 euros, j'y vais quand même. Ok, on peut y aller au bout de 100 heures, c'est pas un problème. Hein. Si on veut se donner toutes les chances de réussir, prévoir plutôt 200 heures, 250 heures. C'est pas énorme. Quand on réfléchit à un sujet qu'on veut enseigner, compliqué, dire il y a 100 heures de formation, il y a 150 heures, ouais, c'est pas choquant, 150 heures. C'est vrai que dans la formation professionnelle, on est habitué à une journée, 2 journées, 3 journées de formation. Ça nous fait 7, 14, 20 heures, c'est pas grand-chose. Mais c'est pas 3 jours de formation, hein, le CISSP. Hein. C'est quelque chose, une préparation beaucoup plus importante. Hein. Et vous avez à peu près la répartition ici entre les vidéos à suivre, les lectures, les mind maps à faire, les questions de synthèse. Ça, c'est pour quelqu'un qui suit la formation CISSP chez VeriSafe, hein, l'estimation. Après, il faudra l'adapter en fonction de votre mode d'apprentissage et le moyen pédagogique que vous aurez retenu. Bootcamp. Je vais vous parler des bootcamps. On parle beaucoup de bootcamp CISSP. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Alors, pour moi, il y a beaucoup de gens qui se plantent avec des bootcamps, en fait. C'est pour ça que j'ai voulu faire une alerte là-dessus. Le bootcamp, c'est très bien si on a choisi le mode apprentissage autodidacte, c'est-à-dire qu'on a bossé comme des malades, et qu'on veut, à la fin, valider sa formation, enfin, sa préparation par une petite formation de 5 jours. Enfin, petite, 5 jours, c'est pas petit non plus. Hein. 5 jours de formation, pourquoi pas? Donc, c'est pour ça que je dis ça convient parfaitement en fin d'apprentissage en mode autodidacte. Pourquoi? Parce qu'un bootcamp, c'est quoi? On va le voir dans un instant. Hein. Ça va être des révisions, en fait. Hein. On ne va pas aborder sujet par sujet. Hein. On considère que vous avez déjà lu, vous avez travaillé sur les sujets, vous connaissez les sujets, vous avez pris des notes, vous avez fait des QCM, vous êtes presque prêt à passer, et vous voulez juste, quelque part, renforcer la chose. Quoi. Et du coup, les gens qui vont, en pensant suivre une formation, on va leur expliquer comment on arrive à réussir le CISSP, vont être déçus, parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas du tout en phase de révision finale. D'accord? Alors, c'est quoi ces bootcamps? En fait, ça vient d'où d'abord ces bootcamps? C'est d'origine américaine, hein, les bootcamps. L'origine du bootcamp, en fait, c'est un entraînement intensif dans les camps militaires aux États-Unis. C'est arrivé à la fin du 19e siècle, hein, lorsque les États-Unis étaient en guerre avec Cuba. Hein, c'était une façon de faire un entraînement intensif des militaires. Hein. Donc on était vraiment dans ce contexte-là. Ça a été transposé à l'enseignement aux États-Unis, hein, où vous avez vous savez que dans les universités américaines, c'est très dur d'y rentrer. Hein, donc, en tout cas, les universités prestigieuses, comme celles que vous voyez à l'écran, hein, que ce soit Harvard, Berkeley, le MIT ou autre, hein, pour y rentrer, ça coûte cher d'abord, hein, donc les études, mais les places sont chères également pour y rentrer, pour réussir. Alors que font les gens? Ils vont travailler toute l'année pour préparer l'entrée à Yale, par exemple, hein, et ensuite ils vont suivre un bootcamp spécifique avec des profs payés à prix d'or. Hein, donc on prend les meilleurs profs des États-Unis, et on dit vous allez faire une semaine de préparation intensive pour l'entrée à Berkeley, par exemple, ou à Harvard, et au bout d'une semaine de révision intensive avec ces super profs, vous avez donné toutes les chances pour réussir. Alors pourquoi c'est pas adapté au CISSP? Réfléchissez un petit peu à la chose suivante. Moi, j'ai pris une analogie. Pour réussir au CISSP, il faut 700 points sur 1000. C'est-à-dire que si vous le transposez en notes sur 20, ça vous donne 14 sur 20. Imaginez qu'on donne à un lycéen le challenge suivant. Tu dois obtenir 14 sur 20 à l'épreuve de maths du bac scientifique. Ça, c'est ton challenge. Tu dois le réussir. Deux approches possibles. Soit c'est l'approche standard. Il va faire 6 heures de maths avec son prof pendant 36 semaines. Ça va faire 216 heures d'enseignement. Il va faire des exercices à la maison. Il aura des interrogations écrites de temps en temps. Il aura même un examen blanc avant de passer le bac. Ça, c'est comment on enseigne aujourd'hui au bac, hein, pour préparer, par exemple, l'épreuve de maths. Un bootcamp, ça serait quoi? Le mode bootcamp complet, au sens c'est ISSP, j'entends. Hein. On donnerait aux lycéens les bouquins de maths. Donc on dit, voilà le livre de maths de terminale S.
voilà les annales de l'examen pour te préparer. Tu vas travailler en solo toute l'année. Et dans la dernière semaine, tu viens d'en faire une révision avec un prof. Alors, bon prof, mauvais prof, ça va dépendre de l'organisme, bien sûr. Hein. Ça ne va pas forcément être des super profs comme aux US. Hein. Tu vas avoir un prof, en tout cas, qui est censé t'expliquer, affiner finalement ta préparation. Mais vous voyez bien que l'étudiant et le lycéen, il faut qu'il ait fait tout ça avant, quoi. Donc, ce n'est pas du tout une formation où j'arrive et on va m'expliquer tout de A à Z. On va aller juste voir des points très particuliers et faire des questions complémentaires. D'accord ? Donc, voilà, ça pose un problème. En tous les cas, c'est le problème du CISSP, hein, avec l'enseignement traditionnel. Les formations en présentiel, si vous voulez, elles sont faites en général en mode intense, hein, sur 5 jours. Hein. Et pourquoi on fait des formations sur 5 jours, hein? Est-ce que c'est pour des raisons pédagogiques? Pas vraiment. C'est plutôt pour des raisons organisationnelles. Donc c'est pas évident de dire, alors 35 heures sur une semaine, c'est facile à organiser, hein, 5 jours, du lundi au vendredi, vous faites 7 heures par jour, on a fait la formation, vous signez vos feuilles de présence et on passe à la suite. Si on veut être plus efficace, il faudrait faire les 35 heures, mais beaucoup plus réparties, pour avoir le temps d'assimiler, de faire des questions, de l'entraînement, etc., des mind maps, etc. Donc il faudrait faire 3 heures de formation pendant 3 mois, pour faire l'équivalent. Hein. Donc 3 heures par semaine pendant 3 mois, vous auriez vos 35 heures. Mais comment on fait dans un organisme traditionnel? Comment on fait pour faire venir les gens 3 heures par semaine? Vous voyez, c'est pas du tout, c'est encore une fois un problème pratique, tout simplement. Et du coup, on a quand même un taux de réussite qui est assez faible. Hein. Alors ça sont les chiffres que vous avez pour la France, hein, des certifiés CISSP. Au 1er janvier 2020, ils étaient 1141. Au 1er janvier 2021, ils étaient 1171, donc 30 personnes certifiées. Et pour 2021, donc les derniers chiffres sont sortis, c'est plus 39. Vous voyez que c'est assez faible. Pourtant, il y a beaucoup de formations. Hein. Moi, j'ai comptabilisé une vingtaine d'organismes en formation en France qui préparent le CISSP. Il y a de 2 à 8 sessions planifiées selon les organismes. Et si vous regardez un petit peu une moyenne de 6 participants, hein, vraiment, parfois il y en a 4, parfois il y en a 8, 12, hein, ça vous donnerait à peu près 500 personnes formées au CISSP. 500 personnes formées au CISSP, on devrait normalement avoir un taux, beaucoup plus de personnes en France qui arrivent avec le CISSP. Alors attention, ça ne veut pas dire que les organismes de formation, ils envoient tout le monde au casse-pipe, hein, c'est pas ça. C'est qu'il y a effectivement une mauvaise préparation, bien souvent liée à ce mode d'enseignement intensif sur une semaine qui n'est pas adapté, mais surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que comme il y a des coûts de renouvellement, il y a des gens qui ne veulent pas payer le renouvellement et donc qui ne renouvellent pas leur certification. Et donc dans les chiffres que vous avez ici, ben, ça veut dire qu'il y en a plus, mais il y en a qui sont partis en fait, vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas voulu payer la redevance. Donc on dit il y a 1200 personnes. Imaginez juste qu'il y ait, je ne sais pas moi, 10% de personnes qui ne veulent pas payer la redevance, ben, il y en a 120 qui vont disparaître des chiffres. Donc pour avoir plus 20 l'année prochaine, il faudra déjà rattraper les 120 qui sont partis, plus, vous voyez, donc il faudra avoir 140 nouveaux certifiés en fait, hein, si on veut faire plus 20, sachant qu'il y en a 120 qui sont partis. Hein. Donc c'est pour ça que je dis il faut des bémols sur les chiffres de l'ISC2, et on ne connaît pas en fait, moi ce que je voudrais avoir, je ne l'ai pas ce chiffre, hein, j'aimerais bien savoir combien de personnes ont réussi l'examen CISSP en France en 2021. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas. On a le nombre de certifiés, on n'a pas le nombre de gens, le nombre de candidats versus le nombre de réussites pour pouvoir dire, voilà, en France, on a 25% de réussite, 30%, 35%, que sais-je. On n'a pas cette info. Ça, c'est deux slides pour vous expliquer la difficulté que vous aurez qui est liée à la mémorisation. Hein. Donc moi, j'enseigne beaucoup en présentiel pour des organismes de formation. Je sais que ce que je vais dire dans ma formation présentielle, c'est tout ça, c'est ce que vous avez en haut du cône. Hein. Malheureusement, ce que va vraiment entendre le participant sur 7 heures non-stop de formation, surtout en fin de journée, ça ne sera pas l'intégralité de ce que je lui ai dit. Ce qu'il va comprendre, ça ne sera pas l'intégralité de ce qu'il a entendu. Ce qu'il va retenir, évidemment, ce n'est pas l'intégralité non plus. Et puis ce qu'il va retenir au bout de J+15 ou J+21, c'est encore autre chose. Voyez. Donc du coup, il y a une grosse déperdition. Il faut bien comprendre qu'entre quelque chose que je vous dis pendant 7 heures et ce que vous allez vraiment retenir dans 2 semaines pour pouvoir répondre à un questionnaire, c'est pas évident, il y a de la déperdition. Et d'ailleurs, il faut avoir à l'esprit ce qu'on appelle le code d'apprentissage d'Edgar Dale, qui vous dit que la meilleure façon de mémoriser, c'est ce qu'on appelle la mémorisation active. C'est ce que vous voyez en bas. Donc je vais prendre mon petit stylo là pour vous le montrer. Hein. Après 2 semaines, on se souvient de, si vous lisez quelque chose, uniquement 10%. Donc vous prenez le bouquin de l'ISC2, vous lisez le truc, vous le lisez. Au bout de 2 semaines,
sur 10 pages, il y a une page que vous allez garder en mémoire, quoi. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, vous comprenez? Alors après, si on fait travailler l'audio, on peut aller plus loin, le visuel, on peut aller plus loin, et si on fait les deux, on peut arriver à mémoriser jusqu'à 50% de ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu, donc c'est plutôt encourageant. Mais ce qui est vraiment efficace, c'est l'actif. C'est devoir expliquer à quelqu'un, hein, donc par exemple, moi je fais des formations CISSP, bon, ben, pour expliquer un truc, j'ai intérêt de le lire, de le comprendre, ça c'est sûr, mais d'aller beaucoup plus loin. De dire, voilà, je vais expliquer à un newbie, il ne comprend rien, comment il va comprendre ce truc-là? Qu'est-ce que je dois lui dire pour qu'il mémorise ce truc-là, pour qu'il le comprenne? Donc ça va m'obliger de faire un effort, de fabriquer un slide, de faire un discours qui passe bien, etc. Et du coup, moi, une fois que je l'ai expliqué, ben, vous pouvez me poser la question 3 mois après, hein, je le sais, hein, je l'ai expliqué. J'ai fait ce travail actif de devoir l'expliquer à quelqu'un. Et donc forcément, en matière de mémorisation, c'est extrêmement efficace. Examen en français ou en anglais? Alors, donc les deux examens sont différents, au-delà de la langue bien sûr. Hein. En anglais, l'ISC2 appelle ça l'examen CAT. En fait, l'examen, il va s'adapter dynamiquement à vos réponses. J'ai fait un petit article sur le blog objectif cissp.fr, hein, donc vous pourrez, si vous voulez revoir un petit peu ce que je suis en train de vous raconter par rapport à ça, vous pourrez lire l'article. Hein. En gros, vous avez de 100 à 150 questions qui vous seront proposées en anglais. À chaque question, on va regarder si vous avez répondu bon ou pas bon, et si c'est bon, on augmente la difficulté. Donc l'algorithme dynamiquement augmente la difficulté des questions au fur et à mesure que vous répondez bien. Et à l'inverse, si on se rend compte que vous êtes pas bon, en fait, que vous répondez faux, hein, on diminue un petit peu la difficulté, histoire de voir un petit peu où est-ce que vous allez. Donc ça, c'est le fonctionnement. Et ce qui fait qu'au bout de 100 questions, l'algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Au bout de 100 questions, l'algorithme, il va se poser la question, est-ce que vous avez plus de 95% d'obtenir le score requis de 700 points sur 1000? Donc en fait, il y a une évaluation au bout de 100 questions sur le fait que vous ayez plus de 95% ou plus de chances d'avoir 700 points. Et auquel cas, ça s'arrête. Et on vous dit, vous avez gagné, vous avez réussi. Donc ça peut s'arrêter au bout de 100 questions. À l'inverse, si l'algorithme estime qu'il y a 95% de chances que vous n'atteindrez pas les 700 points sur 1000, ça va s'arrêter aussi. Mais pour vous dire, échec. Voyez, donc ça peut s'arrêter à 100 questions pour les deux, en fait, hein, pour la réussite comme pour l'échec. Et si l'algorithme n'a pas pu décider, hein, donc il pense qu'il n'y a pas 95%, il n'y a que 90% que vous réussissiez, ben on continue. 101e question, 102, 103, et à chaque question, l'algorithme refait tourner sa petite question, 95% ou pas, et dès qu'on arrive à ce seuil de 95%, ça déclenche. D'accord? Ce qui fait que si vous allez jusqu'à 150 questions, et que vous le réussissiez, ben ça veut dire que vous étiez limite, hein, c'était que vous étiez sur le fil, comme on dit, hein, et que c'est juste au dernier moment que les dernières réponses ont pu faire pencher la balance en votre faveur. Et inversement, hein, si à 150 questions on vous dit échec, bah, vous l'avez loupé, mais pas de beaucoup. Ce qui est totalement différent du français. En français, toutes les questions, alors il y en a 250, hein, donc là vous avez 3 heures hein, pour le faire, hein, c'est largement suffisant. Hein. S'il y a une chose sur laquelle il ne faut pas s'inquiéter, c'est la durée. La durée, hein, donc il n'y a pas de problème. Hein. Donc vous aurez largement le temps, que ce soit en anglais ou en français, ça ne sera pas là que ça va se jouer en fait. En français, donc vous avez 250 questions. On dit que c'est linéaire, ça veut dire quoi? Ben, linéaire, ça veut dire que toutes les questions sont indépendantes, hein, on ne rate pas ce que vous avez fait avant. Hein, donc, pour l'examen français, donc, on va passer 250 questions, ça ne s'arrêtera pas avant. On passera les 250 questions. Vous avez 6 heures pour le passer. Nous, on a déjà 4 personnes qui l'ont passé en 2021. Là, tous l'ont passé entre 4 heures et 4 heures et demie. Ils l'ont tous passé en français. Hein. On en parlera tout à l'heure. Et ils l'ont tous réussi d'ailleurs, ce qui est encourageant pour nous. Et ils l'ont passé entre 4 heures. Le plus rapide, c'était 3h50. 3h50 et 4h30, 4h32, quelque chose comme ça pour le plus lent. Vous voyez, pour les 250 questions en français. Alors, est-ce qu'il faut le passer en français ou en anglais? Les organismes de formation vont vous dire en anglais. En anglais, pourquoi? Parce que les supports, ils sont en anglais la plupart du temps. Les QCM sont tous en anglais. Et quand il y a la quasi-totalité des ressources qui sont en anglais. Donc, globalement, on va vous dire il faut le passer en anglais, y compris les traductions de l'ISC2 qui ne sont pas terribles, on va le voir dans un instant. Hein. Donc, les organismes de formation vous disent vous embêtez pas, passez-le en anglais, c'est la meilleure façon de réussir. Alors,
Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je vais vous expliquer pourquoi. La totalité des ressources sont en anglais, c'est vrai, et les ressources en français sont d'une qualité pitoyable, lamentable. Utilisez le terme que vous voulez, mais je vais donner un exemple. Vous voyez, vous avez ça que vous pouvez acheter sur Amazon. Un bouquin qui vous prépare à l'examen du CISSP avec des questions en français. Il a, vous voyez, 3 étoiles et demie d'évaluation sur 15 évaluations, qui est quand même plutôt moyen. Hein. Et vous avez même des gens qui sont très contents. Regardez Bruno, ce qu'il dit sur ce bouquin. Hein. Préparation au CISSP, donc il a fait son commentaire le 5 décembre 2020. Un très bon livre, quelques erreurs de traduction, mais cela reste léger. Un seul défaut, ACAL numéro 2. Donc, a priori, une personne très satisfaite par cet ouvrage. Bruno, là, du 27, il est ravi du bouquin. Bon, ben, regardez des exemples dans ce bouquin, ce que vous allez voir. On va vous demander, dans notre analyse quantitative des risques, nous examinons le BRA, que cela nous dit-il? Vous voyez, déjà, il y a 2 verbes dans la phrase, hein, donc on voit comme ça a été traduit un peu à l'arrache, on va dire. Hein. Mais surtout, le BRA, moi, quand j'ai vu cette question, le BRA, je connais la BRI, hein, dans la police, ouais, c'est sûr, ça me parle. Je connais le BIA, dans le CISSP, hein, le Business Impact Assessment. Au passage, que l'ISO a traduit bilan d'impact de l'activité, donc ils ont gardé le même acronyme, c'est plutôt pas mal. Mais le BRA, franchement... les bras m'en tombent, quoi. Mais là, quand vous allez voir la réponse, en fait, la réponse était le A, il fallait répondre, parce qu'en fait, il parlait du taux d'occurrence annuel. Et en anglais, qu'on appelle aéro. Hein. Bon, donc il a traduit, si vous voulez, aéro par BRA en français. Je ne sais pas pourquoi, hein, je ne sais pas comment. Il aurait TOA, il nous aurait mis taux d'occurrence annuel, à la limite, je me serais dit pourquoi pas. Voyez, donc ça, c'est ce que vous allez avoir dans ce genre de bouquin. Vous allez avoir des choses comme ça. L'attaque de Schtroumpf. Je ne sais pas si vous connaissez les Schtroumpfs. Vous connaissez les petits hommes bleus, là. Bon, ben ça, c'est l'attaque de Schtroumpf. Alors, sur quelle couche du modèle OSI elle se produit cette attaque de Schtroumpf? Ouais, c'est compliqué hein, de répondre à cette question. Hein. Moi, je sais pas. Hein. Le Schtroumpf, là, la baffe qu'il met, là, c'est du niveau 1, du niveau 2, du niveau 3 ou du niveau 4. Bon, Smurf en anglais, effectivement, on le traduit par Schtroumpf. Un Schtroumpf, c'est un Smurf en anglais. Hein. Et donc, du coup, le gars qui a fait ce bouquin-là, les Smurf Attack, il a traduit ça par attaque de Schtroumpf. Ce qui est logique. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Puis alors, en plus, ça vient d'où cette question? Mais comme toutes les questions de ce bouquin, hein, vous allez voir sur ce site-là, Smurf Attack happen on which OSIM layer. Hein, donc, c'est une question qui a été pompée directement sur Internet. Quoi. Traduit par même pas Google Translate. Je ne sais même pas si Google Translate le traduirait aussi mal, vous voyez. Donc ça a été traduit, on vous l'a vendu comme ça. Allez, une dernière pour la route. Hein. Lorsqu'un testeur de stylo accède à nos installations en essayant de trouver une porte ou une fenêtre ouverte, quel type de contrôle d'accès teste-t-il? Tout ça, c'est dans cet ouvrage, hein, qui est payant. Hein. Le testeur de stylo. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas? À ne pas confondre avec le stylo-testeur, hein, qui est encore autre chose, hein, qui permet de tester la tension électrique de nos équipements. Non, non, là, on parle du testeur de stylo. Ah oui, testeur de stylo. C'est un pen tester. Hein. Ah oui, pen c'est un stylo, donc le gars s'il dit pen tester, testeur de stylo, voyez. Donc si vous voulez, si vous préparez à des questions comme ça, toujours pareil, hein, authenticité de la question, voyez, vous avez la question originale ici. Hein. Donc si vous vous présentez, vous voulez vous présenter, vous préparez avec des questions en français de ce niveau-là, d'abord, ça va servir à rien, vous allez perdre votre temps, quoi. Hein. Ça va être une catastrophe, une véritable catastrophe. Même l'ISC2, et c'est d'ailleurs un des arguments que donnent les gens en disant ne passez pas l'examen en anglais, même l'ISC2 le traduit mal. Je vois qu'on est presque à 1 heure déjà du webinaire. Hein. Vous voyez, dans la doc officielle hein, qui présente l'examen, on parle de data roles, hein, donc owner, contrôleur, etc. Ça a été traduit dans la version française, rôle des données, propriétaire, contrôleur, gardien, etc. Data role, rôle des données. Mais les données n'ont pas de rôle, je suis désolé. Ce sont les personnes qui ont des rôles sur les données. Quelqu'un qui est propriétaire des données, hein, c'est le rôle de la personne sur les données. Voyez donc, quand dans une question, en anglais, data role a été traduit par rôle des données, quel est le rôle des données? Vous allez dire, mais c'est quoi le rôle des données? Je ne comprends pas. Voyez alors, quel est votre rôle sur les données? Ce n'est pas la même chose. Donc, il faudra faire très attention à ce genre de choses. Même l'ISC2 peut faire ce genre de traduction. Vous voyez, contrôleur, traduit par contrôleur? Non. Data controller, dans le GDPR, hein, c'est le responsable du traitement. Ils ont bien fait sous processeur. Hein. Data processeur, traduit par sous-traitant, donc ça c'est bien. Mais contrôleur, on ne le traduit pas par contrôleur. Je suis désolé. Bon, il y en a plein d'autres, hein, je passe assez rapidement. Alors moi je dis qu'il faut passer l'examen français, mais attention, pour les gens qui préparent chez VeriSafe, parce qu'on a tout fait pour que ça se passe en français, et qu'on n'ait pas besoin de s'embêter avec la barrière de la langue. D'accord? Donc on a fait tout ce qu'il faut pour que les gens puissent le passer sans problème en français et le réussir.
Donc tous les termes vont être donnés dans les deux langues. Tout le jargon spécifique, les termes très spécifiques, hein, la notion de due diligence, due care, etc., des trucs bizarres hein, qu'on n'emploie jamais hein, dans la pratique, hein, mais qui sont dans les questions de l'examen, on les explique en français et en anglais. On donne systématiquement les deux. Hein. Donc on fait des questions en français, vous avez des exemples sur le blog Objectif CISSP. Pourquoi on conseille aussi le français? Parce que l'examen officiel du CISSP, il est en français, mais en fait, il est bilingue en pratique. Vous pouvez lire la question en français, c'est ce qu'on va vous proposer d'ailleurs, hein, mais vous avez la version originale en anglais. Donc, rien ne vous empêche, d'ailleurs, ce sera même une recommandation, hein, de lire la question en français, c'est ce qui vous est proposé par défaut, et puis vous cliquez English version ou en version anglaise, je ne sais plus si il donne le terme en anglais ou en français, peu importe, et vous avez la question telle qu'elle a été rédigée en langue originale. Et là, il n'y a pas de problème de traduction, vous comprenez? Dès lors que vous êtes préparé pour, hein, que vous avez tous les termes, tout le jargon, toute la terminologie français-anglais qui va bien. D'accord? Bon, après, il y a le fait que le test en anglais est très stressant. Hein. Le fait que ce soit dynamique, si les questions deviennent de plus en plus compliquées, ben, ça vous fait paniquer. Si elles deviennent de plus en plus simples, vous dites « Oh là là, je suis en train de me planter ». Si c'est plus simple, ça vous fait paniquer aussi. Enfin bref, le linéaire est beaucoup plus long, certes, hein, mais beaucoup plus cool, quoi. Hein. Surtout qu'on le passe, c'est pas 6 heures, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est pas 6 heures. Hein. Comptez plutôt 4 heures, 4 heures et quart hein, d'examen. Bon, c'est absolument jouable. Hein. Alors attention, ce webinaire a eu lieu le 8 février 2022 et à cette date, tout ce que j'ai pu vous dire était pertinent et tout à fait d'actualité. Mais 3 semaines plus tard, le 28 février exactement, l'ISC2 a annoncé qu'il n'était plus possible de s'inscrire à l'examen en français ou en portugais. Alors ils ont laissé cependant la possibilité de passer l'examen en français jusqu'au 31 juillet 2022 pour toutes les personnes qui s'étaient inscrites avant le 28 février. Donc concrètement aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il faut impérativement se préparer à passer l'examen en anglais. Et d'ailleurs, c'est pour cela que chez VeriSafe, nous avons rédigé un dictionnaire spécial pour tous les francophones qui veulent préparer le CISSP. Et il comprend notamment un glossaire détaillé de tous les termes anglais à connaître. Et puis, concernant l'examen blanc, eh bien, nous conservons notre examen en français, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir véritablement vérifier votre niveau de connaissance du CBK indépendamment de votre niveau en anglais, mais nous proposons en plus un deuxième examen blanc, ce coup-ci en anglais, afin de vérifier votre niveau de préparation dans des conditions strictement identiques à l'examen officiel de l'ISC2. On termine par quelques astuces, quelques conseils et recommandations. Alors 5 astuces d'abord, des petites astuces en fait pour réussir l'examen et 4 recommandations. Alors vous voyez, ça c'est par rapport au lien dont on parlait tout à l'heure sur l'examen en français. Je vous disais lire en français, puis aller lire en anglais. Bon, ben, même si vous le passez en anglais, il faut toujours lire 2 fois la question. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui se trompent parce qu'ils ont lu trop rapidement la question. Donc on la lit, la question, 2 fois, avant même de consulter il ne faut même pas aller regarder les propositions de réponse. Ce n'est pas le sujet, il ne faut pas être influencé par ça. Il faut dire, je veux lire la question, je la lis une première fois. Et si c'est l'examen en français, vous la lisez en français. Vous cliquez, vous la lisez en anglais. D'abord, ça vous permet de dire, oui, j'ai compris la même chose dans les deux. Ça vous rassure et vous êtes sûr d'avoir bien compris la chose. Maintenant, vous revenez et vous allez vous allez regarder les réponses. D'accord? Et pareil, hein, les réponses sont proposées en français et en anglais, hein, l'intégralité. Hein. Donc, pas de souci si vous faites ça. Deuxième type, en cas d'hésitation, souvent vous allez hésiter, hein, vous allez dire c'est bizarre, qu'est-ce que je réponds, c'est quoi, la 1, la 2, la 3. C'est toujours des QCU, hein, donc il y a un choix unique. Hein. Donc en général, il y a presque toujours une réponse facile à éliminer. Donc déjà, de base, on balaye toujours les 4 propositions, hein, systématiquement on balaye les 4, même si on est sûr que c'est la première, pas de risque. Alors, regardons les 4. En général, il y en a une qu'on élimine facilement. Donc du coup, même si vous ne savez pas du tout, vous avez une chance sur 3. Vaut mieux déjà avoir une chance sur 3 quand on répond au hasard qu'une chance sur 4. C'est la première chose. Et parfois même assez régulièrement, on peut même toutes les éliminer. Hein. Donc j'ai donné des exemples hein, sur objectifcisp.fr. Hein, là, vous avez une question hein, dans laquelle on pose la question quelle est la différence. Beaucoup de gens dans l'analyse de risque confondent la notion de menace, agent de menace, vulnérabilité, impact, risque. Donc tous ces termes ne sont pas tout à fait la même chose. Hein. Donc c'est quoi une menace, c'est quoi une source de menace, c'est quoi une vulnérabilité. Et donc on donne un exemple, hein, pyromane, court-circuit, incendie, data center ravagé par le feu. C'est quoi la menace là-dedans hein, à ne pas confondre avec la source de menace ou avec la vulnérabilité ou avec l'impact. Et je vais passer rapidement parce que la réponse est détaillée sur le blog. Hein, mais comment on peut arriver à déduire que la bonne réponse alors qu'on ne la connaît pas? En fait, si vous réfléchissez bien, pyromane, c'est quelqu'un qui met le feu.
Court-circuit, c'est un problème électrique qui va entraîner le démarrage du feu. Donc c'est la source de l'incendie, on est d'accord. Donc les deux, ici, sont à l'origine de l'incendie. Donc si les deux sont dans la même catégorie, comme il n'y a qu'une seule bonne réponse, ça ne peut pas être le A et le B. Parce que sinon, pourquoi pas, si on dit A, mais pourquoi pas B alors? Parce que dans les deux cas, le truc permet de démarrer l'incendie. Donc ça ne peut pas être A et B parce qu'ils sont dans la même catégorie. Donc il me reste à choisir maintenant entre, quelle est la menace? Entre incendie et data center ravagé par le feu. Ben, là, il n'y a pas trop photo. Hein. La menace incendie, c'est quelque chose d'assez classique. Hein. On met souvent des pompiers hein, dans la région de Marseille, par exemple, pour aller vérifier hein, qu'il n'y a pas un départ d'incendie. On veut lutter contre la menace incendie. C'est quelque chose d'assez classique dans le vocabulaire courant. Alors que le data center ravagé par le feu, ce n'est pas la menace. C'est la conséquence si cette menace venait à se produire. D'accord? Donc c'est l'impact. Donc c'est ce que vous retrouvez dans ce schéma, hein, où on explique que la menace, c'est l'incendie. Les agents de menace, les vulnérabilités. Pourquoi ça peut être vulnérable? Parce que le plancher était en bois, parce que les cloisons étaient inflammables, parce qu'il n'y avait pas de mécanisme d'extinction automatisé qui permet d'éteindre l'incendie dès que de la fumée apparaissait, etc. Et puis il y a un incident de sécurité qui se produit et il y a des conséquences. La conséquence, ça sera le data center qui sera ravagé par le feu. Type numéro 3, faites attention aux doubles négations. Alors, il y en a de moins en moins. Moi, je voyais dans les forums américains, les gens disaient, bon, ben ça, il y en avait beaucoup dans les années 2000, 2010. Hein, ça se fait de moins en moins. Je veux bien le croire. Hein. Donc, soyons vigilants. Hein, donc, même si c'est tant mieux. Hein, mais vous voyez, par exemple, ici, hein, qu'est-ce qui n'est pas un désavantage? Donc, si ce n'est pas un désavantage, c'est un avantage. Hein, vous le savez, deux négations égale une affirmation. Hein. Donc, parfois, il y a une négation dans la question et une négation dans la réponse. Donc là, c'est pareil. Vous voyez donc, où est-ce qu'on ne doit pas implémenter la défense en profondeur nulle part? Et donc, on doit... Non, il faut choisir nulle part parce que ça veut dire qu'il y a deux négations. Donc, on implémentera la défense en profondeur partout, en fait. Voyez? Donc, il faut répondre à la réponse B parce que deux négations égale une affirmation. Encore une fois, je vous dis ça, a priori, il y en a de moins en moins, voire peut-être même plus du tout. Donc, ça serait plutôt une bonne nouvelle. Hein, mais il faut s'y préparer, en fait. Il faut s'y préparer. Ça, c'est très important. Recherchez toujours la meilleure réponse possible. Là aussi, beaucoup de personnes se trompent parce qu'ils vont se précipiter sur une réponse. Elle est bonne, la réponse, mais il y a mieux. Et il faut trouver la meilleure réponse possible. C'est toujours comme ça. Alors, parfois, c'est explicite. Hein. On vous dit best, hein, donc is the best, is the least, etc. Donc, is most, etc. Donc, on vous dit, attention, on insiste sur le fait que choisissez le meilleur ou le moins bon, etc. Parfois, c'est pas indiqué explicitement. Dans tous les cas, qui est marqué best ou pas best, il faut toujours choisir ce qui matche le mieux, ce qui colle le mieux à la question qu'on vous a posée. Et il y a souvent plusieurs réponses possibles, oui. Et donc, un exemple hein, donc, de la question que j'ai posée aussi sur le blog, là. Alors, on ne va pas regarder en détail la question. Vous avez la réponse détaillée hein, sur le blog. Hein. Mais vous voyez, sur LinkedIn, les gens, ils ont répondu SIEM, EDR, SOR, UEBA, 34, 26, 37. On voit bien que c'était partagé finalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas répondu à la meilleure. C'est vrai qu'on peut dire que le SIEM, quand on aura la question, ça peut y répondre. L'EDR, partiellement, ça peut y répondre. Mais le UEBA, c'est la bonne réponse. Et c'est la meilleure réponse. C'est celle qui est la plus focus sur la question. Donc ça, il faut s'y habituer. Il faut s'habituer à ce genre de choses et ce genre d'analyse. Et vous aurez un meilleur résultat avec ça. Autre, et ça c'est très très important, hein, il faut toujours répondre en tant que manager. Il faut prendre du recul en fait. Il ne faut pas être en mode technicien. Il faut vraiment se dire qu'est-ce qui est l'intérêt de l'entreprise au niveau gouvernance, voyez. Donc, et là, c'est pas toujours facile. Quand on n'a pas cette expérience de manager, quand on n'est pas RSSI par exemple, hein, mais qu'on est dans la cybersécurité, mais de façon beaucoup plus opérationnelle et technique, on a du mal sur ce type de questions-là et beaucoup de questions. Hein, donc, on vous dit souvent think like a manager, hein, donc dans la préparation. Hein, vous devez penser comme un manager et de vous répondre ce qu'aurait répondu un manager et non pas un technicien. C'est pas péjoratif hein, le terme de technicien, loin de là, hein, mais il faut vraiment comprendre l'état d'esprit du CISSP. Pour vous aider, il y a un ouvrage qui s'appelle justement How to Think Like a Manager, qui est fait par une personne qui est très compétente, qui anime bien même des formations et qui propose ça en ligne hein, sur Internet, sur le CISSP. Il y a 25 questions, c'est assez cher, je trouve 16 € pour 25 questions, mais les questions sont détaillées. Vous avez 25 bons exemples de réflexion qu'on devrait avoir pour répondre correctement à ce genre de questions. On va en proposer aussi gratuitement et en français hein, sur le blog. Le blog objectif CISSP.fr, pardon. Je n'ai pas trop insisté dessus, on a vu des exemples, mais il est fait pour ça en fait. Il est fait pour vous aider à préparer la formation CISSP, enfin l'examen CISSP en français, dans les meilleures conditions, avec des ressources gratuites.
Et puis on termine par 4 recommandations. Donc recommandation numéro 1, optez pour d'abord une stratégie d'apprentissage. Il faut faire un choix, il faut dire qu'est-ce que je vais faire. Je le fais en autodidacte avec un organisme de formation. Bon. Une fois que vous avez choisi votre stratégie, vous devez définir un planning de préparation. Et surtout, très important, il faut fixer une date pour l'examen. Sinon, vous allez procrastiner. Si vous ne dites pas à quel moment vous allez le passer, il ne va rien se passer en fait. Je veux juste vous donner un exemple. Moi, vous voyez, le webinaire que j'anime aujourd'hui, ça fait plus de 2 mois que je me dis qu'il faut faire un webinaire pour expliquer sur le CISSP comment réussir l'examen dans les meilleures conditions, etc. Ça fait 2 mois que je me dis qu'il faut faire ce webinaire. Je ne l'ai pas fait il y a 2 mois, au mois de décembre. La semaine dernière, je me suis dit, j'ai toujours pas fait le webinaire. Lundi, ça m'a pris. Lundi matin, j'ai dit, je vais l'annoncer. Je suis allé sur LinkedIn, j'ai dit, voilà, mardi prochain, il y a un webinaire. J'ai publié le truc. C'est fini. Une fois que j'ai fixé la date, il faut que le webinaire il soit prêt. Il faut que... moyennant le petit problème technique de ce matin, vous m'en excuserez, mais le webinaire, il est là. Il y a 63 slides dans la présentation, ils étaient prêts ce matin et il n'y a pas de souci. Si je ne m'étais pas fixé cette date, si je ne l'avais pas publié lundi dernier sur LinkedIn, le webinaire, il n'avait pas lieu cette semaine, il n'avait pas lieu la semaine prochaine, j'en suis à peu près persuadé. Moi, je suis comme tout le monde. C'est pas une urgence, donc on verra plus tard, on a d'autres priorités. Fixez-vous une date. Fixez-vous une date. Réaliste par rapport à votre préparation. Rappelez-vous le nombre d'heures qu'il faudra de préparation. Donc vous ne fixez pas une date dans 3 semaines si vous démarrez juste le process. Mais si vous ne fixez pas de date, en 2022, vous ne serez pas CISSP. Voilà. On dit souvent que c'est un marathon, le CISSP, c'est vrai, mais à la fin, il faut sprinter. Voilà, c'est un marathon avec la difficulté qui est le petit sprint de dernière minute. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la dernière semaine, il faut là aussi le prévoir dans son planning, d'où l'intérêt, vous voyez, d'ailleurs, planifier tout ça, d'avoir un timing un peu particulier, de se dire la dernière semaine, il faudra quand même que je passe pas mal de temps en préparation. Idéalement, évidemment, il faudrait pouvoir prendre un petit peu de congé. Je sais que c'est pas facile, prendre des congés en plus pour bosser. C'est pas toujours très compatible avec la vie familiale, etc. Ok, mais idéalement, ça serait ça. Mais si ça l'est pas, il faut quand même prévoir de se dégager pas mal de temps la dernière semaine pour faire des QCM, et surtout 48 heures avec l'examen, et d'ailleurs c'est même la recommandation qui suit, il faut surtout pas, à la fin, être épuisé en fait. Donc les 48 heures, les 2 derniers jours, on fait plus rien en fait. Les 2 derniers jours, on se détend, on marche, on dort bien, on mange équilibré si possible. On ne fait pas de QCM le dernier jour, c'est trop tard. Le dernier jour ou l'avant-dernier jour, c'est trop tard. Si vous avez besoin d'un QCM la veille, c'est que votre préparation, elle n'était pas bonne. C'est le meilleur moyen de se louper en plus, parce que c'est pas bon. Ça va vous fatiguer et ça ne sert à rien. À la limite, des mind maps, je propose beaucoup de mind maps, réviser, balayer ces mind maps 2 jours avant ou 1 jour avant, pourquoi pas. Voilà, pour se rassurer. C'est plus pour se rassurer qu'autre chose. Si vous êtes loin du centre d'examen, il faut arriver la veille, bien sûr, pas de stress lié au train qui est en retard, etc. 2 pièces d'identité, n'oubliez pas, ça ils sont un petit peu chiants dans les centres de Pearson VUE. Arriver, pareil, pour pas être stressé, il ne faut pas arriver à la dernière minute. Au moins 15 minutes d'avance. Prévoyez d'arriver 15 minutes en avance. Prévoyez, si c'est un centre parisien, qu'il y a un problème dans le métro. Donc, si vous venez de loin, moi typiquement, je dis prenez un hôtel pas trop loin. Vous pouvez y aller à pied à ce centre d'examen et dans le 2e, si c'est sur Paris. Donc, et puis la dernière recommandation, alors, très 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 efficace, c'est de faire des mind maps. Encore une fois, mon écran, je ne peux pas le dupliquer, malheureusement, je ne peux pas vous faire voir la mind map que j'avais préparée avec un outil un peu particulier, mais c'est excellent, ces mind maps. Ça vous permet de synthétiser le sujet, de prendre du recul. Et ce que vous pouvez faire, c'est, alors les gens qui suivent la formation chez VeriSafe, ils savent exactement les mind maps qui sont à faire, mais si vous ne savez pas, il y a dans le guide d'études du CISSP de l'ISC2, le guide officiel, il y a à la fin de chaque chapitre ce qu'ils appellent les essentiels de l'examen. Donc, je vous donne des exemples. Ça, c'est les premiers. On vous dit comprendre la triade CID, connaître les éléments AAA, authentification, habilitation, etc. Donc, vous allez fabriquer une mind map sur la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, avec des éléments clés dedans. Comment on assure... D'abord, c'est quoi la confidentialité de la donnée, des données, donner une définition, expliquer comment on peut l'atteindre, par exemple par le chiffrement, le contrôle d'accès, etc. Voyez. Donc, et ça, vous allez le faire pour chacun de ces différents essentiels de l'examen, et ça va vous faire un ensemble de mind maps qui seront finalement le résumé du CBK, et c'est beaucoup plus facile de réviser, et surtout si c'est vous qui le fabriquez, n'oubliez pas, mémorisation active, vous fabriquez votre mind map, et donc ça va vous obliger à prendre du recul, à synthétiser. Je peux vous dire que toutes les mind maps que vous allez faire, les questions sur ces sujets-là, vous allez y répondre très facilement. Et d'expérience, les essentiels examens du guide, ça représente beaucoup de questions de l'examen officiel.
au moins 80%, quoi. 80% des questions sont dérivées de ces fondamentaux, quoi. Donc, avoir fait ce travail-là, c'est ultra efficace. C'est la meilleure recommandation que je puisse vous donner. C'est de faire une carte mentale, on appelle ça aussi une carte heuristique, hein, donc une mind map, sur les essentiels de l'examen proposé par le guide. Combien de mind map en tout? Beaucoup, hein. Enfin, j'ai pas compté. J'ai pas compté. Vous prenez le guide d'études, hein, de l'ISC2. Alors, il y en a qui sont très rapides à faire. Hein. Il y en a qui sont très, très rapides à faire. Il y en a qui peuvent être demandés beaucoup plus de temps. Hein. Donc, moi, je sais que je m'en sers beaucoup, y compris pour enseigner. Hein. Donc, ce qu'il s'agit d'expliquer, par exemple, la cryptanalyse, hein, l'art de casser la crypto. Hein. Ben, je fais une mind map. Comme ça, j'explique toutes les techniques de cryptanalyse à travers une mind map. Et pour réviser ensuite, vous revoyez la mind map. Vous n'avez pas besoin de lire 10 pages en anglais sur la cryptanalyse, imbuvable. Vous lisez la mind map. Et vous dites, ah oui, c'est bon, c'est clair, tout est clair dans ma tête. Je peux passer au sujet suivant. Ok, je vous ai dit 3 minutes d'offre promotionnelle. Alors, nous, on fait des formations, évidemment, chez VeriSafe. Hein. Donc, pour les entreprises, ça se passe à gauche, c'est VeriSafe. C'est finançable par les OPCO, hein, les opérateurs de compétences. Il y a 4 options, hein, du standard jusqu'au gold, hein, avec des visios d'accompagnement, etc. Même un mode bootcamp, un mode gold, etc. pour une révision de dernière minute. Les examens peuvent être inclus dedans. Même si on loupe l'examen, ça peut être, on peut passer 2 fois l'examen sans supplément de prix. Hein. Bon, c'est une offre professionnelle. Ça démarre à 1490 et c'est plutôt pour les gens qui font financer ça par leur entreprise. Je sais, et nous, j'ai eu beaucoup de demandes, hein, donc en 2021, sur des particuliers qui m'ont dit, voilà, comment on peut faire, nous, pour passer ce CISSP sans sortir 2000 € de formation. C'est pour ça qu'on a créé une petite société, hein, qui s'appelle CertiCyber. L'organisme ne fait que de la formation, et quand on est organisme de formation, on peut faire avec 0 TVA, donc c'est possible. On fait même paiement en 3 fois sans frais, hein. Et la formation, vous voyez, elle coûte 690 € TTC, c'est-à-dire que c'est la même que celle-ci, en fait, hein. À 1490, c'est strictement la même, hein. Dans les deux cas, il n'y a pas d'examen, hein, ici. Hein. Donc, sauf que là, vous la payez 1490 hors taxe, là, vous la payez 690 TTC. Voyez, donc, et paiement en 3 fois sans frais, ça veut dire que je peux étaler mon paiement en 3 mois. Ça rend la chose beaucoup plus abordable. Hein. Donc, ce qu'on fait comme offre promotionnelle, hein, suite à ce webinaire, hein, c'est jusqu'à dimanche, donc du 8 au 13 février. Hein, sur C-Secure, on est en partenariat avec C-Secure, ça coûte. C'est un abonnement mensuel, c'est sûr. Hein. Donc, si vous voulez vous préparer au CISSP en mode intensif, c'est fortement recommandé le dernier mois d'avoir ce truc-là, le dernier mois ou les 2 derniers mois. Hein. Ça coûte normalement 59,90 $ sur le site de C-Secure. On le propose à 29,95 $, donc avec ce code promo, hein, qui sera valide à partir de 14 h tout à l'heure. Donc 3C Webi 50 et vous avez 50% de réduction sur C-Secure. Et pour les particuliers, c'est 35% de remise qu'on propose, hein, jusqu'au dimanche 13 février. Plutôt que de payer 690 la formation, vous l'achetez avec votre carte bancaire, hein, donc c'est pas une société, hein, ça peut pas être une société, hein, donc il faut payer par carte bancaire, ça sera 448 ou 3 fois 149,50 si vous le payez et vous souhaitez prendre l'option du paiement en 3 fois. Donc parfait, on arrive à terminer. Voilà, donc un feedback, l'ISO 27032. Alors, le 27032, c'est une certification qui peut s'apparenter un petit peu au CISSP, la 27032, qui est très peu connue. Hein. Donc, une certification ISO 27032, c'est du management, de la cybersécurité, hein, lead cybersecurity manager, de mémoire. Hein. Alors, plus facile, beaucoup plus facile que le CISSP, beaucoup moins reconnu. Voilà. En 2 mots, plus facile, moins reconnu. Beaucoup de gens, ISO 27032, je ne connais pas. Voilà, les gens ne connaissent pas. Les gens qui travaillent dans la cybersécurité, alors les RH encore moins, quoi. Donc si c'est dans un objectif de reconversion à la cybersécurité, c'est intéressant. Je ne dis pas que c'est pas intéressant. De toute façon, la 27000 est intéressante. La 27005, la gestion des risques, apprendre à être un risk manager, c'est intéressant. Hein. Je ne vous ai pas dit que ça ne servait à rien. Hein. Ce n'est pas la même valeur, en fait. Hein. Donc tout ça, ça peut être intéressant. Le gros avantage de 27001, 27000 lead implémenteurs, etc., c'est que c'est éligible au CPF. Donc vous pouvez utiliser votre CPF. Ce qui n'est pas le cas du CISSP. Je sais que quelqu'un m'a fait passer un message comme quoi sur mon compte formation, il y avait des formations éligibles au CPF. C'est illégal. Hein. Donc l'organisme sera sans doute sanctionné. Après, on verra les gens qui ont utilisé leur CPF pour se former à une formation alors que l'organisme n'avait pas le droit. Je ne sais pas comment ça se terminera. Mais ce n'est pas un conseil que je vous donne d'utiliser votre CPF pour
pour vous former auprès d'un organisme qui ne respecte pas la réglementation, parce que c'est très réglementé la formation professionnelle. Hein. Vous comprenez bien que s'il est éligible au CPF, tous les organismes de formation de France et de Navarre le proposeraient. Il n'y a aucune raison, hein. On le ferait tous. C'est pas faisable malheureusement. Que rajouter de plus si ce n'est que objectif-cisp.fr, donc ça sera un blog qui va vous aider à vous préparer. Vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn, échanger avec moi sur LinkedIn. Vous pouvez aussi dans objectif-cisp.fr vous authentifier avec votre compte LinkedIn et participer aux questions, faire des commentaires. On va peut-être créer un forum. Il y a des forums sur Certicyber, sur VeriSafe. Peut-être qu'on mettra des forums sur objectif-cisp.fr. Pour l'instant, ce n'est pas acté, mais en tout cas, c'est envisageable. Voilà, je vous remercie tous et toutes d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite une excellente journée. Je suis encore désolé pour le petit bug de ce matin pour le démarrage et j'espère que vous allez réussir votre CISSP en 2022. Merci à tous et à toutes. Au revoir et à bientôt.